Abracadabra! Aujourd'hui, on va commencer à bâtir le système qui va nous permettre à caster des spells. Donc, d'ici la fin de la vidéo, on devrait avoir un spell qu'on devrait être capable de caster. Donc, on est parti! Mais avant de se lancer dans les spells, il y a une dernière petite chose que je veux changer dans le pathfinding. Dans le fond, j'ai trouvé un petit bug qui arrive sur notre grille en triangle quand on essaie de trouver un path qui inclut les diagonales. Et justement, on peut voir ici qu'on a nos reachables et que les reachables fonctionnent très bien. Ils nous montrent exactement toutes les cases qu'on devrait être capable d'accéder. Mais par contre, lorsqu'on essaie de dessiner un path, là, on voit que ça ne fonctionne pas très bien. Ça fonctionne lorsqu'on est au tout début ici du path, mais pour ce qui est des cases qui sont loin, quand on essaie de dessiner un path, pour se rendre à ces cases-là, ça ne fonctionne pas. Et ça, dans le fond, c'est parce que le pathfinding essaie même pas de calculer un path jusqu'à ce que ces cases-là, parce qu'il pense qu'on peut même pas se rendre, parce qu'il a l'impression que les cases sont trop loin. Et ça arrive parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais la fonction getMinimumDistance between two tiles était pas codée pour cette forme de case-là. Dans le fond, pour les triangles en diagonale, n'était pas vraiment faite comme il faut, était juste faite rapidement. Et on voit que ça nous cause des problèmes. Je vais pas aller rajouter un vrai fixe à ça parce que ça ne tente pas d'écrire 200 notes de blueprint aujourd'hui, mais au moins, on va avoir un fixe juste pour qu'on soit capable de dessiner un path sur toutes les cases qui sont reachable. Donc, on va aller faire ça rapidement avant de commencer les sorts. Et donc, ça, c'est dans notre grid pathfinding. Donc, je vais aller dans grid et ouvrir BP Grid Pathfinding. Et la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction getMinimumCost between two tiles. Donc, je vais aller à l'intérieur. Et ici, c'est ici qu'on faisait notre minimum distance pour les triangles avec les diagonales. En ce moment, ça ne fonctionne pas très bien, donc on va juste le réparer rapidement en divisant le résultat par 2, juste comme ça à la fin. Comme ça, c'est pas un vrai fixe, mais ça devrait réparer le problème qu'on a aujourd'hui parce qu'ils vont penser que les cases sont un petit peu plus proches que ce qu'elles étaient avant. Donc, parfait, maintenant on peut fermer ça et on va aller tester voir si ça fonctionne. Et voilà, maintenant je suis capable de dessiner un path qui sera à toutes les cases qui sont reachable. Parfait, donc bon, on va conclure le pathfinding comme ça pour l'instant. Bon, pour les sorts, comment qu'on va faire ça? Je pense qu'on va commencer par la partie plate et on va finir par la partie plus intéressante qui est le visuel à la fin. Donc, on va commencer par le data, on va finir par le visuel. Enfin, je pense, on va voir. Mais bon, pour l'instant, on va commencer par faire la même chose qu'on a fait pour nos unités. Donc, si vous retournez dans les unités, dans Utilities, ici, vous pouvez voir que vous avez toutes les structures ici qui contiennent les data de nos unités, ainsi qu'une data table qui contient le résultat de toutes ces structures-là. On va faire exactement la même chose pour les spells. Donc, je vais aller dans mon dossier de combat et me créer un nouveau dossier pour mes spells. Donc, je vais le nommer Spells. Et dans le dossier, je vais juste me créer un autre dossier, encore une fois, que je vais nommer Utilities. Et à l'intérieur de ce dossier-là, on va se créer des assets. Donc, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin, bien sûr, d'un enum pour nos spells. On va aussi avoir besoin de deux structures, comme qu'on a pour nos unités. Donc, structure 1, structure 2. Et aussi, on va avoir besoin d'une Blueprint Function Library, comme qu'on a fait pour nos unités. On va aussi avoir besoin d'une data table, mais on va juste renommer nos assets avant pour que ce soit un petit peu plus simple à savoir quelle structure qu'il faut utiliser. Et voilà, donc mes assets sont renommés. Ici, j'ai BFL Spells, E underscore Spells, S underscore Spell Data. Et finalement, j'ai S underscore Spell Data underscore Assets. Maintenant que tout ça c'est créé et renommé, on peut créer notre data table. Donc, je vais aller dans MISC ici et data table. Et pour la structure que je vais utiliser, c'est mon spell data. Donc, S spell data, voilà, on peut faire OK. Et on va renommer la data table dt underscore spell data. Parfait, on a créé nos assets. Donc ensuite, on peut ouvrir notre enum et on va pouvoir se rajouter deux éléments à l'intérieur. Le premier va s'appeler none parce que ça va être l'élément qu'on va utiliser quand on sélectionne aucun spell. Et le deuxième, ça va être le premier spell qu'on va créer aujourd'hui que je vais nommer test spell. C'est pas un vrai spell, ça va être juste un spell de test. Donc je l'appelle test spell. Il sera pas vraiment dans le jeu final probablement. Donc, parfait, on peut sauvegarder et fermer l'énumérateur. Maintenant, on peut ouvrir notre structure de spell data. Donc, on va l'ouvrir ici et on va se faire deux variables. La première, ça va être pour notre enum de spell. Donc, spell ici, spell, que je vais simplement nommer spell. Et ensuite, pour la deuxième, ça va être pour notre deuxième structure. Donc, spell data underscore assets, comme c'est ici, que je vais nommer assets. Voilà, on peut sauvegarder cette structure-là et on peut la fermer. Et maintenant, on peut aller faire notre data table. Donc, je vais aller dans ma data table, me racheter une nouvelle row pour mon spell. Donc, je vais renommer ici où je vais changer la structure pour test spell. Et aussi, je vais en profiter pour renommer ma row pour qu'elles aient le même nom. Donc, test spell écrit de la même façon, comme ça ici. Et ensuite, pour notre structure d'asset, pour l'instant, on ne va rien changer à l'intérieur parce qu'on va faire ça quand on va faire le visuel de notre spell. Pour l'instant, on va juste le laisser vide. Ce n'est pas vraiment important. Parfait. Donc, on peut sauvegarder la data table et la fermer. Et finalement, pour notre fonction library de nos spells, on peut l'ouvrir. La fonction qui est là par défaut, on peut la renommer. Donc, get spell data from spell. On va lui passer un spell en input, donc l'enum spell qu'on vient de créer. Comme ça, on lui dit quel spell qu'on veut utiliser.
Et pour le output, on va retourner le data, donc spell data. Comme ça, la structure ici. Et voici à quoi la logique de la fonction ressemble. Donc, on fait exactement la même chose qu'on a fait pour nos unités. Donc, on prend notre enum en input, on le convertit en string, ensuite on le convertit en name pour accéder à la rangée dans notre data table qui nous intéresse. Et ensuite, on peut la retourner ici à la fin de la fonction. Parfait. Maintenant, on peut sauvegarder et fermer ce blueprint. Et en fait, j'ai dit qu'on allait faire nos assets à la fin quand on allait faire le visuel de notre spell, mais bon, vu qu'on est déjà dans le data, aussi bien aller le créer pour l'instant, on va juste se créer la classe et on va l'assigner dans le data, comme ça va être fait. Donc, je vais aller dans mon dossier de spell ici et me créer un nouveau blueprint, blueprint class de type acteur, que je vais renommer BP underscore spell animation. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est spawner ce blueprint-là à chaque fois qu'on caste un spell. Donc, on va spawner le blueprint et le blueprint va être responsable d'afficher l'animation correspondant au spell. Donc, si on a un spell qui fait une grosse explosion, le blueprint va faire une grosse explosion. Si jamais on a un spell qui fait une vague de feu ou une vague d'eau ou peu importe, vous faites vos spells comme vous voulez. Notre blueprint va être responsable de faire le spell, le visuel du spell associé au spell qu'on veut attacher. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer des child blueprint class de ce blueprint-là. Chaque child va avoir un comportement différent, dépendant du spell qu'on veut afficher. Et on va pouvoir afficher ce qu'on veut. Donc, on peut afficher du son, on peut afficher des VFX, des chiffres, des widgets, peu importe. On peut faire plein de choses. On pourrait même rajouter du screen shake ou des choses comme ça. Vu que c'est un blueprint, on peut faire exactement ce qu'on veut. Donc, c'est ça. On va utiliser ce blueprint-là, on va le spawner dans le monde et il va être responsable de faire tout ce qu'il a besoin de faire pour ce spell-là. Donc, parfait. Maintenant, notre classe est créée. On peut aller l'assigner directement dans le data. Donc, je vais retourner dans mon spell data assets ici et je vais me créer une nouvelle variable. Donc, ma variable ici pour notre spell animation que je vais chercher spell animation, BP spell animation et on va prendre une classe référence parce que l'objet n'est pas spawné ensemble encore. On va utiliser la classe qui est ici pour le spawner dans le monde. Donc, j'ai nommé la variable animation et ensuite, on va aller l'assigner rapidement dans notre data table. Donc, je retourne ici dans data table spell, juste ici. Et pour notre spell test, on va utiliser la classe par défaut, donc BP spell animation, juste comme ça. Parfait, maintenant on peut sauvegarder et on devrait avoir fini avec tous les trucs correspondant aux data. Parfait. Et maintenant, c'est le temps d'aller faire tous les trucs reliés au widget. Je sais que je vais rapidement, c'est juste qu'on a déjà tout fait ça dans le passé et je ne veux pas perdre trop de temps. Donc, on est reparti. Et donc, la première chose qu'on a besoin, c'est notre action. Donc, je vais aller dans mon player action et dans mon combat ici et je vais simplement dupliquer l'action qui est déjà là. Donc, le add remove, c'est pas vraiment important. Donc, je vais juste le renommer action underscore cast spell. Et ensuite, on peut aller l'ouvrir. On va aller modifier quelques petits trucs à l'intérieur. Et ici, la première chose que je vais faire, c'est simplement supprimer tout ça parce que l'action va être complètement différente de ce qu'on avait avant. Ensuite aussi, on a deux variables, mais on va en avoir besoin juste de une. Donc, je vais en supprimer une deuxième et je vais changer la première. Je vais la remplacer d'un boulin. Je vais la remplacer par un spell parce qu'on veut devoir dire à notre action quel spell qu'on veut utiliser. Donc, un e-spell ici que je vais nommer spell. Voilà, donc maintenant, on devrait avoir terminé pour notre action pour l'instant. Et ensuite, comme d'habitude, une fois qu'on a créé notre action, on va aller se créer un bouton dans l'interface pour pouvoir appeler notre action. Donc, on va aller se créer notre bouton. Donc, dans Entry, on va aller dans notre debug menu, dans nos actions. Et ici, on en a déjà plusieurs. Je crois que je vais simplement dupliquer Button Action Set Tile Type parce qu'il y a déjà une combo box à l'intérieur qu'on va réutiliser. Donc, je vais dupliquer cette action-là et la renommer Button Action Cast Spell. Voilà. Maintenant, on peut l'ouvrir pour aller la modifier un tout petit peu. Et voilà, donc mes changements sont faits et c'est à ça que ça ressemble rapidement. Donc, ici à gauche, j'ai mon bouton que j'ai renommé. En fait, j'ai renommé mes deux components. Donc, le premier, c'est underscore cast spell à la fin et le deuxième, j'ai mis underscore spell à la fin pour la combo box. Pour le bouton, j'ai changé les deux actions qui étaient dessus. J'ai aussi changé le texte, évidemment. Ça, vous le voyez déjà. Et ensuite, pour les deux actions, j'ai fait que la première action, donc le left click, il sélectionne une tile and unit. So, action select tile and unit. Comme ça, on va sélectionner une case avec le clic gauche. Et ensuite, le clic droit, c'est la nouvelle action qu'on vient de créer. Donc, action underscore cast spell. Donc, on sélectionne une case et ensuite, on clique droit sur une autre case pour caster le spell. Donc, on caste notre spell à partir de notre case vers la prochaine case. Et ensuite, pour la combo box, on n'a rien à faire ici dans le designer parce qu'on va assigner tout ça dans le graphe. Et c'est ce qu'on va aller faire. Donc, je vais aller dans mon graphe et ici, dans le préconstruct, on va changer le code qui est ici un petit peu. Et en fait, on n'a pas grand-chose à changer. Il faut simplement remplacer notre enum qui est ici. Pour le e-tile-type, on va le remplacer par notre enum de spell, comme ça ici. For each e-spell. Donc maintenant, on peut reconnecter notre deuxième for each loop à la place, juste le reconnecter comme ça. On peut supprimer notre ancienne et voilà, on va juste aligner les choses un petit peu pour que ce soit un petit peu plus beau comme ça. Et ensuite, pour le default index qui est sélectionné, on va le mettre à 0 à la place de 1. Comme ça va sélectionner l'index qui est à none par défaut et ça devrait fonctionner. Donc voilà, maintenant on a terminé pour le préconstruct. Et ensuite, il reste simplement à aller passer la bonne variable à notre action ici. Donc, on va remplacer quelques petits trucs ici.
Premièrement, le left click, on n'en a pas besoin pour l'instant, donc je vais juste le supprimer comme ça. Et ensuite, pour le right click, au lieu de caster à notre set tile type action, on va le caster à notre nouvelle action qu'on vient de créer. Donc je vais juste remplacer tout ça ici par notre nouveau cast de cette façon. Donc on prend notre right click, on caste vers notre cast spell action qu'on vient de créer. Ensuite, on fait la même chose qu'on faisait avant. Donc, on prend notre sélecteur d'index dans notre combo box qu'on convertit en spell. Comme ça, notre action, maintenant, elle sait quel spell qu'elle doit caster. Donc voilà, on a terminé avec le widget du bouton. Et maintenant, pour ajouter ce bouton-là à l'interface, en fait, ce que je vais faire, c'est me rajouter une table complètement pour les spells, parce qu'on n'a pas de table pour les spells encore. Donc, je vais aller dans mon debug menu, dans mes tables ici, et je vais en dupliquer une. On va dire tab pathfinding, c'est pas vraiment important. Et ensuite, je vais la renommer tab underscore spell. Ensuite, on peut l'ouvrir et on va aller la modifier un tout petit peu. Et en fait, ça va être simple, on va simplement tout supprimer ce qu'on veut pas. Donc ça, on n'a pas besoin de ça. Le debug menu, on s'en fout, on peut tout enlever ça. Et je vais simplement me garder ma première action que j'ai ici. Et ensuite, on va rajouter notre nouvelle action, donc l'action cast spell, on peut l'ajouter juste ici. Je vais lui mettre un peu de padding pour que ce soit égal à l'autre, juste comme ça. Voilà, donc maintenant on peut compiler, on a fini avec le designer, il nous reste le graphe. Donc dans le graphe ici, on a plein de problèmes. Et en fait, je vais simplement tout supprimer parce qu'on s'en fout complètement de tous ces problèmes-là. Parfait. Donc maintenant, on devrait avoir terminé avec notre table de cast spell. Il reste simplement à aller l'afficher à l'interface. Donc pour ça, ça va être dans notre debug menu, donc dans widget debug menu qu'il faut aller l'ajouter. Et pour faire ça, ça va être super simple. On a juste à prendre notre tab spell et l'ajouter à notre widget switcher, comme ça ici. Donc j'ai ma nouvelle table. Ensuite, je vais me rajouter une nouvelle table en haut. Donc je vais dupliquer un des boutons qui existe déjà. Je vais le renommer pour que ce soit écrit spells à la place. Et ensuite, lorsqu'on clique sur le bouton Spell, que je vais renommer aussi, donc Spells, comme ça, et ensuite, quand on clique sur le bouton, donc en bas à droite complètement, on va aller dire quel widget qu'on veut sélectionner, donc quelle table qu'on veut sélectionner. Donc, je vais juste dupliquer ça ici et on va sélectionner la table 5. Et voilà, mais il reste juste une dernière petite chose à faire pour ce widget et c'est de changer la couleur du bouton quand que la table est sélectionnée. Donc, ça va être dans Update Button Color. Il faut juste aller rajouter notre bouton ici dans notre array comme les autres boutons. Comme ça, il va devenir bleu quand que la table associée va être sélectionnée. Donc, je vais juste prendre mon bouton dans mes variables ici, donc button spells, et le connecter à la fin de mon array de cette façon. Parfait. Maintenant, on devrait avoir fini avec l'interface, donc on peut aller tester tout ça. Et voilà, donc maintenant, j'ai ma nouvelle table ici, ma table de spells, et on peut sélectionner comme les autres tables qu'on faisait avant. Donc, on peut sélectionner la table et on peut aussi sélectionner nos deux actions. Ici, j'ai mon nouvelle action qu'on peut choisir quel spell qu'on veut utiliser, donc le none ou le test spell. Mais par contre, ici, si je fais clic gauche, ça sélectionne une case, mais clic droit, ça fait rien. Parce qu'on n'a pas fait la logique de notre action encore. Mais je suis pas mal sûr qu'elle se fait appeler parce que pourquoi que ça ne fonctionnerait pas, hein? On n'a pas testé, mais bon, j'assume que ça fonctionne et on va voir plus tard si jamais ça cause un problème. Mais bon, là maintenant, c'est le temps d'aller faire toute la logique de notre action et c'est la partie intéressante. On a fini tout le blabla qui sert à rien, là, toute la partie setup inutile. Maintenant, on va faire la partie intéressante. Donc, on est parti pour ça. Donc là, c'est quoi les prochaines étapes? On a notre action et on veut caster notre spell, évidemment. On pourrait techniquement tout faire dans notre action scat spell. Ça pourrait être simple. On a notre action, on sait déjà ce qu'on veut faire. On veut caster le spell, on sait déjà quel spell qu'on veut caster. Donc, pourquoi on ne le ferait pas ici? En fait, il y a plusieurs raisons et la principale raison, c'est juste parce qu'il faudrait que le jeu soit au courant que tu viens de caster un spell. Pas juste, tu fais pas juste caster un spell random comme ça, là. Donc, c'est pour ça que je me dis que ça ferait du sens de simplement passer l'information au combat system. Le combat system, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'assurer que, l'unité est capable de caster le spell. Et ensuite, il va regarder, OK, est-ce que ça a touché d'autres unités? Est-ce que ça a affecté la grille? Est-ce que d'autres choses se sont passées entre-temps? Donc, on va passer l'information au command system. Le command system va juste faire comme, OK, peux-tu casser le spell? Oui, non, oui, non. Est-ce que tu touches quelqu'un? Des choses comme ça, appliquer du dommage. Et il va faire tout le restant de la magie. Donc, comme ça, notre action n'est pas au courant de rien. On fait juste faire, OK, je veux caster un spell, puis ensuite, le combat system va juste s'assurer de faire sûr que le spell il soit casté comme il faut si on a le droit de le caster. Donc, je vais retourner dans Entry, je vais aller dans mon combat system ici pour nous créer notre nouvelle fonction pour caster un spell. Et c'est à ça que la fonction ressemble. Donc, ici, je l'ai nommé cast spell et je lui passe trois inputs. Premièrement, évidemment, le spell, donc quel spell qu'on veut caster. En voilà, j'ai mon spell. Ensuite, j'ai deux endpoints, donc mon index d'origine, donc la case où je suis en ce moment, et mon index de target, donc la case vers laquelle je veux caster mon spell. Donc, je suis à la case 0, je veux caster mon spell à la case 3, et le spell que je veux caster, on va dire, c'est la boule de feu. Et voilà, on passe toute cette information-là à notre combat system, et le combat system va faire comme, OK, tu peux pas, vas-y, fais-le. Et maintenant, on peut simplement retourner dans notre action de cast spell pour appeler notre nouvelle fonction, comme ça ici. Donc, dans notre command system, on appelle notre fonction cast spell, on y dit quel spell qu'on veut caster, évidemment.
Ensuite, pour le Origin Index, c'est le Selected Tile, parce que si on fait un clic gauche, ça sélectionne une case sur notre grille. Eh bien, c'est la case qu'on va partir pour caster notre spell. Et ensuite, pour le Target Index, ça va être l'index. Donc, l'index sur lequel on vient de faire un clic droit. Donc, clic gauche, on sélectionne une case, clic droit, on casse le spell, évidemment. Donc voilà, maintenant, on appelle notre fonction dans notre combat system. Et maintenant, pour ce qui est de la logique de la fonction dans le combat system, on va garder ça super simple. Aujourd'hui, on va rajouter toutes les checks dans le futur, mais pour l'instant, on va garder ça super simple. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est simplement obtenir mon data à partir de mon spell. Donc, on regarde dans notre data table, on prend le spell qui nous est passé et on retrieve le data. Comme ça, on va pouvoir faire toutes les conditions qu'on veut, on va pouvoir spawner tous les trucs qu'on veut et faire toute la logique qu'on a besoin à partir du data. Et ici, en fait, je vais sauvegarder le data dans une locale variable parce qu'on va avoir plusieurs checks à faire pour la range, pour le cost en mouvement point, action point, whatever. So, ça va être un petit peu plus simple si jamais on a une variable pour ça. Donc, je vais juste le sauvegarder dans une locale variable pour l'instant. Et finalement, dernière petite chose, j'ai dit qu'on gardait ça super simple aujourd'hui et c'est vrai. On fait simplement spawner notre classe qui nous gère notre animation. Donc, on veut caster un spell, on prend l'animation class qui nous provient du data de notre spell et on spawn l'acteur associé. Et c'est tout. On ne va rien faire de check aujourd'hui pour savoir si le spell peut être casté parce que, anyway, on n'a pas l'information encore. Donc, on fait simplement spawner le visuel. On assume que le spell peut être casté sans problème et on le spawn. Ici, j'ai splitté mon transform juste pour pas que ça chiale, pour que ça fonctionne. Et ensuite, j'ignore les collisions, même si jamais mon acteur avec le spell ne devrait pas avoir de collision à l'intérieur. Donc, ça ne devrait pas causer de problème. Et c'est tout pour notre fonction. Comme j'ai dit, on garde ça super simple, on ne rajoute pas aucun check aujourd'hui, on focus sur le visuel. Donc, on va aller faire ça rapidement. Et donc, on va retourner dans notre BP Spell Animation. Donc, BP Spell Animation ici, que je vais ouvrir. Et ici, tous les spells qu'on a dans notre jeu vont devoir savoir quelle grille ils sont en train d'utiliser, quel est l'index de départ et quel est l'index de target. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer les trois variables dans le blueprint ici et on va les passer lorsqu'on crée ce blueprint-là dans le jeu. Et voilà, donc j'ai mes trois variables ici. J'ai mon premier qui est un BP grid pour ma grille et ensuite j'ai deux endpoints pour l'origin index et le target index. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ouvrir les trois petits yeux à côté des trois variables pour qu'elles soient instances éditables. Et ensuite, je vais aller en haut à droite et les mettre expose on spawn. Comme ça va être plus facile de les setter lorsqu'on crée notre blueprint dans le jeu. Donc, quand on le spawn, on va pouvoir setter nos trois variables. Donc, expose on spawn, expose on spawn, expose on spawn dans les trois. Et ensuite, on va compiler ça et retourner dans notre combat system. Maintenant, on a notre node de spawn acteur qu'on peut refresh pour avoir accès à nos trois variables, qu'on peut passer notre grille, ainsi que l'origin et le target index. Et voilà, juste comme ça. Donc maintenant, on peut retourner dans notre spell animation et faire la logique de notre animation. Donc ici, dans le graphe, je vais commencer par supprimer mes deux événements ici, le tick et le begin overlap, parce qu'on ne les utilisera pas. Et je vais me créer un nouvel custom event. Donc, create custom event comme ça ici. J'ai nommé mon événement event underscore play spell animation. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'appelle directement dans le begin play. Comme ça, quand on spawn notre spell dans le jeu, la seule chose qu'il y a à faire, c'est jouer son animation. C'est la seule chose qu'il est supposé de faire. C'est la seule chose qu'on veut qu'il fasse. Donc, c'est ce qu'on va faire. Begin play, play ton animation. That's it. Et ensuite, ici, à partir de cet événement-là, c'est là qu'on peut rajouter toutes les choses intéressantes. Donc, on peut faire des VFX, on peut rajouter du son, on peut rajouter des screenshots, donc on peut rajouter n'importe quoi. Mais pour l'instant, on va garder ça super simple parce que de un, je suis pas bon en VFX, puis ça me prendrait des heures à vous expliquer quelque chose de super de base, donc mauvaise idée. Mais aussi parce que je veux que ce soit simple et que ce soit efficace. Donc, on va faire exactement ce qu'on a vu dans l'intro au début. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez au début de la vidéo, mais dans le fond, c'est ça. Je fais juste montrer des cubes ou des shapes. En ce moment, c'est des cubes, mais il peut être des triangles ou des hexagones, dépendant du type de grille. C'est ça qu'on va faire. Et ce qu'on fait, c'est on bouge la forme de la case d'origine jusqu'à la target. C'est tout. C'est juste ça qu'on va faire. Et c'est ça qu'on va faire super rapidement maintenant. Et en fait, pour faire ça, ça va être dans un nouveau blueprint. Donc, je vais me retourner dans Entry et me créer mon nouveau blueprint pour faire ça. Et ici, ce que je vais faire, c'est commencer par me créer un nouveau dossier que je vais appeler Components parce que je crois que c'est possible qu'on ait plusieurs spells qui ont besoin des components de base super simples qui font des choses qui vont pouvoir être utiles pour chacun de nos spells. Donc ici, j'ai un dossier qui s'appelle Components et à l'intérieur, je vais me créer mon premier component. C'est pas vraiment un component, c'est un acteur, mais bon, peu importe. Donc, nouveau blueprint acteur que j'appelle BP underscore animated shape. Donc, comme ça va être notre shape qui est animé. C'est tout. C'est sa seule job, c'est d'être animé. Donc voilà, maintenant on peut l'ouvrir pour aller faire ça. Et ici, comme qu'on a besoin d'un visuel, la première chose que je vais faire, c'est me rajouter un static mesh parce que c'est simple. Un static mesh, c'est facile à utiliser. Donc, static mesh que je vais renommer animated shape juste parce que ça va être un petit peu plus clair de savoir de quoi qu'on parle. Donc, notre static mesh ici est renommé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pas setter rien. Dans le content ici, dans le detail panel, j'ai absolument rien seté.
dans le viewport, je vais faire ça dans le Begin Play dynamiquement comme ça. Si jamais on veut changer la shape, on peut le faire dynamiquement. Si jamais on veut changer le matériel, la couleur, la grosseur, des choses comme ça, on va tout pouvoir faire ça directement dans le Begin Play avant de jouer notre animation. Donc, ces deux événements-là, on n'en aura pas besoin. Mais ici, c'est ça, on va pouvoir décider, OK, quelle shape que je veux utiliser, quelle couleur que je veux que ça soit, et ensuite, joue l'animation qui va venir juste après. Donc, on va faire ça dynamiquement ici dans le Begin Play. Et voilà, juste comme ça. Donc, ici, on set notre mesh, on set le matériel et ensuite, je me suis permis de setter aussi une couleur. Comme ça, on va pouvoir changer la couleur de notre blueprint dans le jeu. Ici, j'ai les trois variables que je me suis créées, donc un mesh, matériel et color. Donc, le static mesh du blueprint et je le mets aussi instance editable et expose on spawn. Ensuite, je vais faire la même chose pour les autres. Donc, le matériel ici, qui est un matériel interface, je vais le mettre instance editable et expose on spawn. Et ensuite, même chose pour la couleur. Donc, c'est une linéaire color, je le mets instance editable et expose on spawn. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre ce blueprint-là dans le level juste pour voir ce que ça donne et voir si ça fonctionne en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner dans Entry, prendre mon blueprint, le mettre dans le level. On va le mettre en plein milieu ici, ça n'a pas d'importance. Et il est juste ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est changer le mesh et le matériel. Donc, peu importe, là, je vais mettre un bridge et ensuite, je vais mettre, peu importe, une couleur de green. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite, pour la couleur, je vais changer, on va dire rouge. Comme ça, si jamais j'ai un bridge dans mon jeu qui est rouge, ça nous montre que ça fonctionne. Donc, je vais faire play ici. Et voilà, j'ai un bridge dans mon jeu et il est rouge. Parfait. Donc voilà, on dirait que ça fonctionne. Ça fonctionne seulement parce que mes couleurs, et bien sûr, ils prennent le paramètre color en input, mais bon, ça, vous le saviez déjà. Parfait. Donc maintenant, ça fonctionne. Quand le jeu commence, notre blueprint s'adapte dépendant des paramètres qu'on lui passe. Donc si jamais je veux que ce soit un bush à la place du bridge, et voilà, j'ai un bush qui est rouge à la place. Parfait. Donc ça fonctionne bien. On peut y retourner pour aller faire notre animation maintenant. Et pour faire l'animation, on va garder ça super simple. Dans le fond, on va simplement faire une translation entre le point de départ et le point d'arrivée. Et on va faire ça en utilisant une timeline. Donc, on peut simplement connecter notre timeline juste ici après avoir seté toutes les valeurs par défaut. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que quand la timeline se fait updater, on va modifier la transform de notre acteur. Donc, on va lerper entre notre transform initial et notre transform de target en utilisant un alpha qui va être updaté par notre timeline. Donc, ici, j'ai mes deux transforms. Donc, je vais promote dans une variable pour mon transform de départ et ensuite, je vais promote tout variable pour mon transform d'arrivée. Donc, maintenant, on a nos deux transforms ici. Je vais mettre les deux variables instance instable et expose on spawn. Comme ça, on va pouvoir facilement les setter dans notre blueprint quand on crée notre blueprint. Et maintenant, j'ai renommé mes variables, donc Origin Transform et Target Transform. Et ce qu'on va faire, c'est nous créer une nouvelle track pour notre alpha dans notre timeline. Donc, on peut l'ouvrir. Mais avant, ce que je vais faire, c'est changer la length de notre timeline parce que 5 secondes, c'est trop long. Donc, je vais la mettre 0.75 secondes à la place. Ensuite, je vais me créer ma track pour mon float, donc juste ici, et je vais la renommer Transform Alpha parce que ça va être l'alpha de notre transform. Et ensuite, je vais me rajouter deux clés. Donc, une clé ici, une clé là. La première clé va être au début de notre timeline et la valeur va être 0, donc ça va être complètement collé sur notre Origin Transform au début de la timeline. Et ensuite, pour l'autre, à la fin de la timeline, donc 0.75, et l'alpha va être à 1. Comme ça va être complètement rendu à notre Target Transform. Ensuite, je vais sélectionner mes deux clés et les mettre en curve smooth en faisant auto comme ça ici. Je ne sais pas si c'est mieux que ce soit curve, mais bon, peu importe. Pour l'instant, on va la laisser comme ça. Ensuite, on peut retourner dans l'event graph juste pour connecter notre alpha de cette façon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est retourner dans l'éditeur juste pour setter nos valeurs de nos deux transforms pour voir si ça fonctionne. Et voilà, donc j'ai seté des valeurs par défaut dans mon transform. Donc peu importe, j'ai juste changé la location pour voir que ça slide un tout petit peu. Et maintenant, si je fais play, ça devrait arriver directement au tout début et ça dure juste 0.75 secondes, donc il faut être attentif, c'est vraiment rapide. Mais on voit que le pont il glisse comme ça sur le plancher du point A jusqu'au point B. Voilà, donc comme ça, tous nos spells, c'est ça qu'ils vont faire. Quand on va caster le spell, on va spawner un objet qui va glisser du point A jusqu'au point B. Parfait. Donc là, on va pouvoir aller connecter ça dans notre spell animation. Et c'est comme ça qu'on fait ça, c'est super simple en fait, vu que toutes nos variables sont déjà exposées on spawn, ça fait qu'on peut simplement les setter comme ça et tout devrait fonctionner automatiquement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un simple spawn acteur, on lui dit quelle classe utiliser, qui est la classe de notre animated shape qu'on vient de créer, donc évidemment, on prend cette classe-là. Ensuite, il faut splitter les transforms parce que sinon Unreal ne compile pas. Et finalement, on peut changer la collision override pour que ce soit always spawn. Mais ensuite, toutes les autres variables, c'est les variables associées à notre grille. Donc, on peut simplement prendre le data de notre grille et le passer directement à notre spawn. Donc ici, je prends mon mesh et le mesh matériel qui me provient de ma grille. Comme ça, dépendant de ma grille shape que j'utilise, on va utiliser un mesh différent. Si c'est une grille en hexagone, on va utiliser la shape hexagone. Un cube, un triangle, un triangle. Même chose pour le matériel. Ensuite, pour la couleur, c'est simple, c'est un spell, ça fait du dommage. Donc, j'ai mis une couleur rouge. Pas important. Pour l'instant, c'est rouge. Parfait.
Et ensuite, pour l'origin et le target transform, on prend simplement les targets, ben pas les targets, mais les transforms de nos cases. Donc, j'ai ma case d'origine qui est ici et ma case target qui est ici. Donc, on fait simplement interpoler entre les deux cases. On a notre première case, notre troisième case, on interpole entre les deux et voilà, c'est tout. Donc, on passe ces deux informations-là à notre blueprint et ça devrait déjà fonctionner comme ça. Mais par contre, là, j'aime pas vraiment ça avoir du code dupliqué ici, là, ces deux codes-là ici, c'est pas très beau. Donc, ce que je vais faire, c'est en sélectionner un des deux et le collapser en fonction. Donc, collapse to function, que je vais renommer getTileTransform. Et ensuite, je vais la mettre pure, comme ça on peut la connecter. Et ensuite, ouais, je vais renommer les variables parce que c'est quoi ça? Et voilà, donc j'ai renommé ça index et transform. Ça fait beaucoup plus de sens que les chiffres qu'on avait avant. Et j'en ai aussi profité pour remplacer ce qu'on avait ici pour le origin index. Comme ça, les deux sont faits pareil et c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus clean. Bon, maintenant, on devrait être capable d'aller tester ça. Donc, je vais juste compiler, sauvegarder tout ça. Et maintenant, je vais aller tester in-game. OK, on a encore le petit pont qu'il faut enlever, mais bon, ça, c'est pas important. Ensuite, dans mes spells, je peux sélectionner un spell pour caster. Donc, le test spell ici. Je me sélectionne une case et ensuite, je fais clic droit sur une case et voilà. On voit que le spell, il se caste à partir de la case de départ jusqu'à la case où que je clique dessus. Et maintenant, si je tiens enfoncé, ça fait frou. Et voilà, on a tout plein de spells qui se font caster. Yay! OK, il y a plusieurs problèmes par contre. De un, c'est dans le sol, donc c'est pas génial. Ensuite, nos objets, ils se détruisent pas. Donc maintenant, si on regarde en haut à droite, je suis rendu à 954 acteurs. Ça fait beaucoup d'acteurs. Mais bon, au moins, ça fonctionne. On peut sélectionner une case et caster des spells sur d'autres cases. Et voilà. OK, c'est bien. Mais bon, on a encore beaucoup de choses à améliorer. Au moins, on a juste les bases qui fonctionnent. Parfait. Donc maintenant, je vais juste faire stop et allez, on va modifier l'animated shape en premier. Donc, je vais aller ici. Donc, première chose à réparer, je pense qu'on va commencer par la hauteur des cases parce qu'en ce moment, notre spell il est directement sur le même niveau que le sol, donc c'est pas très intéressant. Donc, ce que je vais faire ici, c'est je vais splitter mes pins ici et me rajouter un offset sur la hauteur pour que ce soit un peu plus haut que le sol. Donc, je vais juste reconnecter ça comme ça. Et ensuite, pour la location, je vais faire un add, donc vecteur plus vecteur, que je vais connecter comme ça ici. Et ensuite, dans le Z, je vais me rajouter un peu de hauteur. Donc, on va dire 100 en hauteur. Comme ça, notre case va être un petit peu en haut du sol. En ce moment, j'ai mis 100 parce que c'est la hauteur d'une demi de mes cases. Mais bon, peu importe. Dans votre cas, vous pouvez mettre la hauteur que vous voulez. C'est juste pour que la case du spell elle soit plus haute que la hauteur de notre case. Parce qu'ici, on utilise les deux hauteurs des deux cases actuelles. Donc, vraiment, la hauteur flat sur le sol. Mais bon, on veut que ce soit un petit peu plus haut pour que ce soit directement dans le sol. Donc, on rajoute un petit offset comme ça. Et en fait, tant qu'à être là, pourquoi on ne fait pas ça un petit peu mieux? Parce qu'en ce moment, notre spell, il part de la case d'origin, il s'en va jusqu'à la target, puis il s'en va en ligne droite. Il fait juste comme faire tchouk. Ça fonctionne, mais c'est pas très intéressant. Peut-être que ça serait encore plus intéressant qu'il aille un peu dans les airs, qu'il redescende, comme ça fasse une curve. Comme ça, on a notre origin, notre target, puis le spell, il fait comme quelque chose comme ça. Je crois que ce serait plus intéressant que juste une ligne droite. Donc, je pense que, allez, on va faire ça. Et en fait, c'est pas très dur à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est juste me rajouter une nouvelle pin dans ma location ici et je vais la splitter parce que la seule valeur qui m'intéresse, c'est le Z parce que les autres axes sont déjà très bien. Et ensuite, je vais aller me créer une nouvelle curve dans notre timeline pour la hauteur de notre spell sur notre grille. Et ici, on se crée une nouvelle float track que je vais nommer Height Offset. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est me créer 3 points dans ma curve. Donc, point 1, point 2 et point 3, comme ça. Donc, au début de notre timeline, on veut que ce soit à 0 et 0. Donc, la hauteur de notre spell est à 0, alignée sur notre grille au début. Et à la fin, ça va être à la fin de la timeline, donc 0.75, et la hauteur va être 0 aussi. Donc, autant au début et à la fin de notre timeline, le spell est directement aligné sur la grille. Parfait, ça fonctionne bien. Ensuite, pour la case du milieu, ça, c'est la hauteur à laquelle on veut envoyer notre spell dans les airs. Donc, ici, je commence par 1000 et là, on ne voit plus les curves, donc je peux juste cliquer sur les petites flèches ici pour réafficher mes curves, voilà, comme ça. Et ensuite, je ne veux pas que ce soit linéaire comme ça, je ne pense pas que c'est vraiment intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer droit dessus et les mettre en user curve et je vais les modifier un tout petit peu parce que je crois que ça fait plus de sens comme ça, que la case monte dans les airs plus rapidement qu'elle descend. Donc, on va faire un petit quelque chose comme ça, on va dire. Et voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, pour la fin de la curve, comme ça. Voilà, c'est pas vraiment important les valeurs exactes tant que c'est intéressant in-game, donc comme ça ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est retourner dans mon event graph, connecter mon height offset à mon addition ici. Donc, je prends mon height offset, je le mets dans le Z parce que c'est la hauteur qu'on rajoute un offset dessus. Et maintenant, on va aller voir ce que ça donne in-game. Donc, je vais juste faire play ici, sélectionner mon spell, et voilà, mon spell est ici. Et maintenant, si j'essaie de le caster, et voilà, le spell, il va dans les airs et finit sur le sol maintenant. C'est déjà beaucoup plus intéressant. C'est pas la meilleure curve au monde, c'est pas très beau, mais bon, ça fonctionne, donc c'est parfait. Et ensuite, si on le caste un peu partout, on voit que c'est déjà beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait avant et ça flicker plus, donc c'est génial. Il y a au moins ça qui est bien. Good. Bon, par contre, là, on a encore le problème de toutes les spells qui restent sur la grille et ça crée beaucoup trop d'acteurs. Donc, on va aller réparer ça ensuite. On va détruire les acteurs qu'on n'a plus besoin parce que quand le spell a fini de caster, on n'a plus besoin qu'il reste. Donc, on va juste le supprimer et on va aller faire ça dans le Animated Shape.
Et pour faire ça, en fait, c'est super simple. Une fois que notre timeline elle a fini, donc dans Finished ici, ce que je vais faire, c'est attendre un petit peu, donc un petit délai, 0,5 secondes, juste pour pas que la case disparaisse aussitôt qu'elle touche le sol, parce que sinon c'est un petit peu étrange, je trouve. Donc j'attends un petit 0,5 secondes et ensuite je détruis mon acteur. Donc l'acteur devrait se détruire 0,5 secondes après avoir touché le sol. Donc maintenant je compile et je vais aller tester ça in-game, voir ce que ça donne. Déjà, ici, bon, mon bridge a disparu, donc on voit que l'acteur se fait bien détruire. Et ici, si je sélectionne mon spell, maintenant, je caste mon spell, mes spells devraient disparaître. Et voilà, les cases disparaissent après 0,5 secondes après avoir touché le sol. Donc voilà, on n'est plus restant avec un plein de mèches sur le sol qui servent à rien. Donc maintenant, c'est beaucoup plus propre et c'est beaucoup mieux. On détruit les acteurs qu'on n'a plus besoin. En fait, c'est pas vraiment vrai parce que ici, si vous regardez en haut à droite, vous pouvez voir que j'ai encore 624 acteurs dans ma scène. Et ça, c'est à cause de nos spell animation parce que nos objets ici, le spell animation, est aussi spawné in-game. Il se fait spawner. Et ensuite, cet objet-là spawn un autre mesh. On détruit le mesh qui est spawné à l'intérieur, donc notre animated shape, lui, il se fait détruire, mais notre spell animation ne se fait jamais détruire. C'est pour ça qu'ici, quand on spawn nos acteurs, on voit que le montant d'acteurs augmente, mais ensuite il redescend parce qu'on crée des nouveaux acteurs et la moitié se font détruire, mais pas tous. Donc c'est pour ça, là maintenant, il faut qu'on aille détruire notre spell animation. Donc on va aller faire ça. Et je crois que la façon la plus simple, la plus logique, pas la plus simple, ça serait de le faire en utilisant un callback dans notre animated shape. Donc comme ça, quand notre animated shape a fini, ça envoie le callback à notre spell animation qui va se détruire à la suite. Donc ça, je vais faire, c'est aller dans mon animated shape et me créer un nouvel event dispatcher. Je l'ai nommé OnShape Animation Completed et je lui passe un input qui est un BP Animated Shape. Je l'ai nommé Animated Shape ici. Et ce que je fais, c'est que je l'appelle juste avant d'appeler mon délai et mon destroy acteur. Donc, on notifie tout le monde que notre animation est finie. On attend un tout petit peu, puis ensuite on détruit notre acteur. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. On passe self parce que c'est l'acteur self qui vient de terminer son animation. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre BP Spell Animation et s'attacher à ce callback-là juste ici, après avoir créé notre BP Animated Shape ici. Et on se connecte simplement comme ça. Donc, une fois que j'ai mon acteur, je m'attache à l'événement OnShape Animation Completed ici et j'appelle un nouveau custom event ici que j'ai donné le même nom que le callback. Ensuite, j'utilise cet événement-là pour appeler notre nouvelle custom event que je viens de créer ici, donc le Event Complete Spell Animation. On va utiliser cet événement-là dans le futur pour désinitialiser toutes les choses qu'on a besoin de désinitialiser une fois que l'animation est complétée. Donc, les spells, ils peuvent faire n'importe quoi, mais une fois que le spell est terminé, on va pouvoir utiliser cet événement-là juste pour nettoyer tout, si jamais il restait des choses qui restaient ici et là dans le level. Et ensuite, ici, je me suis créé un nouveau callback, donc le OnSpell Animation Completed. Comme ça, si jamais à quelque part, dans un autre blueprint, mettons le Combat System a besoin de savoir si notre spell est terminé de s'exécuter ou non, il va pouvoir simplement s'attacher à ce callback-là. Donc, simplement un callback normal, comme ça, que je passe un input BP Spell Animation, que j'ai nommé Spell Animation, et on va appeler ce callback-là ici, juste après notre événement. Donc, notre animation se fait compléter, on appelle notre callback pour notifier tout le monde qui sont intéressés de savoir si le spell est terminé. Et une fois que le spell est terminé, on peut simplement détruire l'acteur parce qu'il a terminé son travail, on n'a plus besoin de lui, on peut simplement le détruire. Et voilà, donc maintenant, on devrait être capable de retourner dans notre niveau et essayer, et ça devrait être plus propre. Donc, je vais sélectionner mon spell ici, et voilà, mon nombre d'acteurs en ce moment est 119. Donc, on va voir s'il revient à 119 une fois qu'on a fini de caster des spells. Donc, on se casse le spell, et voilà, il y a plein de spells partout. Et maintenant, si on regarde mon nombre d'acteurs, et voilà, il redescend à 119. Donc, on spawn tout plein de choses. Mais une fois que c'est terminé, on retourne à 119. Donc, on voit que ça fonctionne bien et qu'on ne spawn pas plein de cochonneries partout. Parfait, good. Bon, ça c'est fait. Maintenant, la mécanique fonctionne. Il resterait juste à la rendre un petit peu plus belle. En ce moment, c'est très de base. Nos cases sont toutes pareilles. C'est pas très beau. Le timing est tout identique. Whatever. On va rendre ça un petit peu plus intéressant en rajoutant un petit peu de polish. Mais avant de faire ça, peut-être qu'on va juste rajouter la possibilité de supporter les cases en dommage de zone parce qu'en ce moment, on peut seulement cibler une case. Donc, ça serait bien de pouvoir attaquer plusieurs cases à la fois. Donc, on va aller faire ça rapidement et ensuite, on va rajouter un peu de polish et ça va être ça qui va compléter la vidéo. Donc, on va faire ça rapidement. Et donc, pour les spells en zone, en fait, c'est super simple. Dans notre spell animation, ici, c'est seulement possible de recevoir un target index. Donc, ben, c'est normal qu'on ne puisse pas supporter les spells de zone en ce moment. On a juste un target index. Mais c'est quoi qui arrive si jamais on utilise plusieurs target index? On va essayer ça. Donc, je vais convertir mon inPoint ici en array de inPoint. Donc, on peut avoir plusieurs target index. Je vais aussi renommer ma variable target indexes à la place parce qu'on a maintenant plusieurs index. Et ensuite, à la place d'appeler notre spawn acteur juste ici sur un seul index, je vais me faire une for each loop. Donc, for each loop juste comme ça pour remplacer notre target index ici. Donc,
index comme ça. Donc maintenant, on va spawner un acteur pour chacun de nos index qu'on a dans notre liste, juste comme ça. Et voilà, mais par contre, il reste une dernière petite chose à changer. C'est ici notre callback. En ce moment, il s'attache au callback de tous nos objets qu'on spawn, mais en ce moment, c'est pas vraiment nécessaire. On va juste utiliser le premier, puis ça devrait être très suffisant. Donc, ce que je vais faire, c'est juste me rajouter une petite condition ici, juste pour faire sûr que on s'attache seulement au premier index de notre liste. Donc, si le array index est égal à 0, donc c'est le premier de notre liste, on va s'attacher au callback, sinon on va juste les ignorer. De toute façon, ce callback-là ici, il va se faire appeler un jour, peu importe c'est quand ça arrive, peut-être que ça va être le premier, peut-être que ça va être le dernier, c'est pas important. Mais au moins, ça va s'appeler et ça devrait être suffisant. Donc, parfait, maintenant on devrait compiler et on supporte maintenant les array index dans cette animation-là. Mais par contre, si on retourne dans notre combat system ici, il n'est pas content parce que la variable elle a changé, donc maintenant c'est un array, donc il ne la trouve plus et il faut réparer ça parce qu'en ce moment ça ne fonctionne vraiment pas. Et en fait, c'est super simple. Si on veut avoir le même résultat qu'on avait avant, on a juste à prendre notre target index et le connecter dans nos target indexes. Ça va nous créer un make array avec. Comme ça, on va avoir un array avec un seul objet qui va être notre target index. Et ça devrait nous donner exactement le même résultat qu'on avait avant. Donc, je vais juste aller tester rapidement juste pour faire sûr que ça fonctionne. Donc, test spell. Et voilà, maintenant, je le caste. Et voilà, ça disparaît et on a le même comportement qu'on avait avant. Donc, ça fonctionne très bien. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est tester les Area of Effect. Donc, ce que je vais faire, c'est changer le Make Array ici, juste pour ajouter d'autres index à l'intérieur. C'est sûr qu'on ne gardera pas ça, on va pouvoir le supprimer ensuite, mais juste pour l'instant, juste pour tester, on va faire que l'array soit un petit peu plus gros. Et c'est ça que j'ai fait pour tester. Donc, je me suis fait un Make Array qui est beaucoup plus gros ici. Ici, j'ai mon Make Array original, c'est celui qu'on va utiliser, donc on le garde. Mais par contre, ici, j'ai tous mes autres index que j'ai rajoutés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon target index et j'ai rajouté les index voisins. Donc, ça va faire un genre de petit plus là, sur la grille. Ça devrait être beau, ça devrait être parfait pour juste nos tests. Donc voilà, donc c'est comme ça que je vais faire ça. Ensuite, si je retourne dans le jeu voir ce que ça donne, je vais caster mon spell ici. Donc mon test spell, je le caste. Oh voilà, ok. On voit que ça spawn un gros plus parce que ça spawn sur notre case qu'on target ainsi que ses voisins. Parfait. Donc, on voit que maintenant, ça fonctionne et on peut attaquer plusieurs cases en même temps maintenant. C'est plus seulement limité à une seule case. Super. OK, super. Bon, maintenant, on devrait juste rendre ça un petit peu plus beau parce que c'est flat et c'est pas très intéressant en ce moment. Donc, on va juste aller rendre ça un petit peu plus beau avant de terminer la vidéo. Parfait. Donc, on va aller faire ça dans le Spell Animation. Et la première chose que je veux changer, ça serait le scale de notre shape parce qu'en ce moment, au début, autant à l'origine qu'au target, pendant tout le long de la timeline, notre shape a le même scale parce que l'origine n'a pas un scale différent du target. Donc, ce qu'on peut faire à la place, c'est ratisser l'origine qui soit super tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et comme ça, plus que ça va aller dans la timeline, ça va grossir, puis ça va tomber sur la case. Comme ça, on va faire comme et ça va commencer tout petit et ça va grossir. Et je crois que ce serait plus intéressant que d'avoir la même grosseur tout le long. Donc, ce que je vais faire, c'est splitter mes transformes ici pour l'origine, comme ça. Je vais garder la location et la rotation parce que ça ne change pas. Et pour le scale ici, je vais le mettre petit. Donc, on va dire 0.1, 0.1. En fait, non. 0.01, c'est encore mieux. 0.01, 0.01, 0.01. Comme ça va être tout petit et ça va grossir en avançant vers la fin de la timeline. Et la prochaine chose qu'on peut changer super simplement, c'est la couleur. Parce qu'en ce moment, toutes les mèches ont toutes la même couleur. C'est tout rouge partout, la même shade de rouge. C'est pas très intéressant. Tout est rouge, tout est pareil. Je crois que ce serait intéressant d'ajouter un petit peu de random là-dedans. Garder le rouge, mais par contre, on peut le multiplier. Donc, je vais multiplier ma couleur rouge par un random float entre 0.5 et 1.5. Comme ça va faire soit des teintes de rouge un peu plus foncées, un peu plus claires, et ça va donner un résultat un peu plus intéressant. Donc, je prends la même teinte de rouge, je la multiplie par un random float comme ça, et je la passe à la couleur. Comme ça, toutes mes mèches vont avoir des couleurs un petit peu différentes. Et la dernière chose que je crois que ça pourrait être intéressant de changer, ce serait la vitesse à laquelle notre timeline elle joue. Parce qu'en ce moment, si on retourne dans notre Animated Shape, ici, toutes nos spells, ils jouent toutes à la même vitesse. Notre Animated Shape est toujours à la même vitesse, peu importe la case qui se fait attaquer. Je crois que ça pourrait être intéressant d'ajouter un petit peu de random là-dedans, juste pour qu'on ait un petit peu de variation entre la vitesse de toutes nos cases qui se font spawner. Donc, on va juste modifier la vitesse de notre timeline rapidement. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et voilà, juste comme ça, avant d'appeler notre timeline, on va setter son play rate, comme ça on peut le changer, sa vitesse à laquelle la timeline elle va jouer. Et ce que je vais faire, c'est promote ça dans une variable. Donc, promote le play rate dans une variable que je vais nommer play rate, évidemment. Et ce que je vais faire, c'est le mettre instance éditable et expose une spawn. Comme ça, on va pouvoir simplement le setter super rapidement dans notre spell animation quand on crée notre animated shape. Et justement, on va retourner dans le spell animation et ici,
j'ai accès à mon playrate. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez simplement refresh la node pour avoir accès au playrate ici. Et ce que je vais faire, c'est copier mon random float in range et le connecter dans mon playrate. Comme ça, chacune des cases va avoir un playrate un tout petit peu différent. Parfait, ça devrait nous donner assez de variations pour que ce soit beaucoup plus intéressant visuellement. Donc, on va aller tester, voir ce que ça donne. Je vais faire play ici, choisir mon spell et voilà. Ah, mon spell, oh, OK. Et maintenant, si je clique, OK, on voit que mes animations, ils jouent à des speeds différents. OK, peut-être que le point 5 est très slow parce qu'il y a toujours une case qui est comme en arrière, qui est comme joue, et elle prend beaucoup de temps à se rendre. Mais bon, tout le reste fait du sens, donc on peut juste accélérer ça un tout petit peu. Puis aussi, peut-être que les teintes de rouge sont pas très visibles. Ah, ça a l'air d'être pas trop préparé. Mais bon, vous pouvez changer les valeurs évidemment parce que c'est juste des valeurs que j'ai mis rapidement. Donc, c'est pas les meilleures valeurs au monde. Mais bon, au moins ça fonctionne et c'est déjà beaucoup plus intéressant visuellement parce que c'est plus simplement un blob qui apparaît en même temps pour toutes les cases. Donc voilà, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Wouh! Super. OK, bon, fait que je crois qu'on a fini avec ça pour aujourd'hui. Ce que je vais faire avant de terminer rapidement, c'est juste faire un petit peu de ménage. Donc ici, j'ai mon bridge que je vais supprimer parce qu'on n'a plus besoin du bridge dans le level. Et ensuite, je vais aller dans mon combat system ici et on avait notre array qu'on s'est fait pour tester nos area of effect. Mais on ne fait pas ça aujourd'hui, donc on va le déconnecter et on va utiliser notre array original comme ça ici. Parce que c'est ce qui fait du sens. Ce qu'on a ici, on peut soit le déliter ou vous pouvez juste le déplacer à côté. Vous faites ce que vous voulez. Mais bon, pour l'instant, je vais le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!